et messieurs, bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous. Alors, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je fais table rase. D'habitude, je suis entouré de plein de femmes. Aujourd'hui, c'est une table masculine. Alors, on va s'assumer en tant qu'homme. Comme vous pouvez voir, il y a de la noblesse, il y a de l'âge, il y a de la jeunesse. C'est un mélange de tout aujourd'hui. De la jeunesse, de la jeunesse. Super, super. Alors, j'ai à mes côtés M. Jean-Denis Paquet, médecin à la retraite, que tout le monde connaît effectivement. M. Paquet, Beaucoup de monde. j'ai une bonne idée de quoi on va parler, mais je vais vous le laisser le dire. Mais en fait, je viens vous parler de la fondation de l'hôpital et en particulier de notre campagne de souscription qui est en cours actuellement. Qui est en cours. C'est lancé. C'est lancé. Bon, Jacques Saint-Gelais-Tremblay, bonjour. Bonjour, bonjour M. Charest. Musée d'art contemporain. On parle? On parle de la prochaine exposition qui va ouvrir dimanche prochain. Puis je suis heureux d'être en compagnie de mon ex-médecin. Ah. Je le vois plus Maintenant? qu'avant. Mais là, il n'est pas là pour consulter. Là. Allez, on va voir quelqu'un d'autre. Monsieur Pascal de Silva, bonjour. Bonjour, M. Charest. Bienvenue à l'émission. Ce matin, vous êtes venu de l'Amalbaie, donc on a traversé les montagnes. C'est Ouais. pas trop glissant, pas trop Non, intrépide, non? ça va, ça va. Super. Et on va parler de... On va parler de notre organisme, l'Association bénévole de Charlevoix, qui fête ses 35 ans cette année, et aussi ce qui s'en vient bientôt, la Journée internationale des bénévoles, le 5 décembre prochain. Donc, il y a du pain sur la planche et il y a du sujet. Il y a différents sujets qui sont fort intéressants. Monsieur Paquet, Oui. nouvelle année, donc dit nouveau départ pour la Fondation, parce que c'est récurrent, c'est quelque chose qui se renouvelle. Oui. Ben, en fait, c'est une campagne annuelle. C'est la campagne que nous, on appelle les Amis de la Fondation. Une campagne qui, habituellement, nous rapporte, là, bon an, mal an, entre 18 et 20 000 Et cette année, on aura un objectif peut-être de 25 000 parce que les gens le savent, on déménage d'ici peu, là, dès le printemps, dans un nouvel hôpital, et il y aura définitivement des demandes importantes là, à ce niveau-là. On s'y attend. Puis déjà, actuellement, on a des demandes pour l'ophtalmologie, parce qu'il y a une nouvelle ophtalmologiste qui est maintenant installée à Baie-Saint-Paul. OK. Et il y a des demandes là, pour presque 170 000 Et on avait déjà fait l'acquisition d'appareils dans les 3-4 dernières années pour une somme presque de 500 000 Alors, on est rendu là, au-dessus d'un demi-million là, en investissement pour l'ophtalmologie, pour faire en sorte qu'effectivement les gens ne soient plus obligés de se déplacer. Et plus ça va aller, je pense que plus ça va être un peu ça. Mais là, je vous arrête là. Qui dit nouvel hôpital, c'est tout neuf, c'est tout beau. L'édifice est là. Ça vient pas tout équipé, ça, là? Ben, non, ça vient. Ben, c'est-à-dire que oui, il va y avoir beaucoup d'équipements neufs, ce qu'on appelle de l'équipement de remplacement. En fait, la Fondation, normalement, nos critères seraient d'investir pour du développement. Autrement dit, pour essayer d'avoir de nouveaux programmes, hein, une nouvelle spécialité qui décide de venir s'installer ou qui veut peut-être un peu plus pratiquer dans notre milieu, bien là, on appelle ça du développement. Et nous, ça nous intéresse beaucoup. Pour ce qui est du remplacement, évidemment, ça relève du CIUS. Puis ils ont des plans triennales, quinquennales, bon, pour remplacer tous ces appareils-là. Mais je regarde en ophtalmologie, la plupart de ce qu'on acquiert, ce sont de nouveaux appareils qu'on n'avait pas et qui vont permettre de faire des interventions ici à Baie-Saint-Paul qui, auparavant, ne pouvaient pas se faire. Ne pouvait pas se faire, donc on était obligé en tant que patient de se diriger vers des centres vers urbains. Québec. Vers Québec. OK. C'est ça. Puis là, ben, si on les a ici, Bien évidemment, on peut on a offrir une le certaine service. rétention. Et puis c'est un peu le même phénomène avec la chirurgie. On aimerait bien aussi qu'il y ait un certain phénomène de rétention en chirurgie, parce qu'il y a 2 jeunes chirurgiennes là, qui sont arrivées depuis quelques années, qui sont installées dans la région, qui vont vivre ici. Et je pense qu'actuellement, on essaie de répondre à leurs demandes en équipement le plus possible. Mais comme vous le savez, des équipements qui sont dispendieux et qui... Sérieusement, c'est dispendieux? Oui, assez dispendieux et dont la durée de vie n'est pas tellement longue. On se fait-tu exploiter là-dedans? Ah, ben, je sais pas. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais qui dit nouveaux équipements, donc dit effectivement c'est attractif. Par le fait même, on peut aller chercher des nouveaux talents, donc des nouveaux médecins. C'est ça. Mais est-ce que le CIUS a son mot à dire? Non, non, ça c'est une spécialité de Québec, vous ne pouvez Ah pas oui, installer oui, ça oui, ici. oui, là. oui, c'est sûr. Ouais. On est toujours dépendant du CIUS, là, c'est évident. Mais lorsqu'il y a des approches particulières de fait, lorsqu'on est capable de répondre à certaines demandes au niveau de l'équipement, bien, je pense que des fois, ça peut venir nous aider. OK. Alors, c'est pour ça que la campagne de souscription annuelle est importante. Cette année, l'objectif principal, c'est de terminer l'installation des soins palliatifs. Ouais. Qui a commencé effectivement C'est ici. ça, dans c'est qu'on a l'hôpital actuel. commencé, on a tout meublé 2 chambres ici.
avec l'idée qu'on déménagerait tout ça. Alors, effectivement, ça va se déménager. Il y a quelques éléments qu'on ne pourra pas déménager, c'est évident. Mais l'aspect intéressant, c'est que dans le nouvel hôpital, il va y avoir à proximité de ces deux chambres-là, un salon qu'on appelle le salon des familles, qu'on n'avait pas ici à l'hôpital. C'est pas du tout la chambre des familles, c'est un salon des familles. Et évidemment, ça, c'est pas nécessairement meublé par le CIUS. Alors là, on va avoir à intervenir. Là. Des divans, des divans-lits, des choses comme ça. Et on va faire en sorte que, probablement, dès l'ouverture de l'hôpital, que tout ça soit mis en place. La beauté d'un salon, c'est que ça permet de ne pas envahir la chambre Exactement. du patient, finalement. C'est ça. S'il y a plusieurs visiteurs, ben, les familles peuvent s'installer au salon, puis de temps en temps, se faire le relais auprès de leurs malades. J'ai reçu récemment, par la poste, Oui. un petit dépliant qui s'appelle Comme tout le monde. le Nouvel Hôpital, comme tout le monde, j'imagine. C'est J'espère. tout Charlevoix comme tel? Non, c'est l'ouest du comté surtout. OK. On ne veut pas empiéter sur l'est parce qu'ils ont leur fondation. Puis je pense que les deux fondations devraient travailler d'emblée dans cet aspect-là. Mais non, c'est pour l'ouest. Et on espère que la plupart des foyers le reçoivent. Là, et ils le lisent surtout, Ouais. en prennent connaissance. Je pense que c'est ça qui est important. Parce que c'est ça. Donc, ça nous donne de l'information. Oui. Mais en même temps, ça nous donne aussi des directives fonds. pour savoir comment fonctionner, comment fonctionner. dans quel fonds investir. Parce qu'on peut Exactement. choisir C'est ça. ce que ce que l'on voudrait comme Oui. Oui, appui En fait, il y a précisément, 5 fonds, là. Depuis un an ou deux, puis c'est là que c'est intéressant de voir la réponse du milieu. C'est que depuis qu'on a organisé les soins palliatifs, on s'aperçoit que le fonds soins palliatifs gonfle à vue d'œil. Ah. Beaucoup de dons se font aux soins palliatifs. Encore récemment, là, on a eu, par succession, on a eu un don de 100 000 Wow. au niveau pour les soins palliatifs. Alors, je pense que ça démontre le fait que les gens, puis c'est des gens qui ont passé par nos lits de soins palliatifs la plupart du temps. Alors, c'est ça qui est important, puis c'est ce qu'on va essayer d'entretenir le plus possible. Parce que de plus en plus, on sait que la population vieillit. Oui. Par le fait même, mourir dans la dignité, c'est un droit, c'est comme quelque chose qui est nécessaire. Oui. Les premières maisons de soins palliatifs, je pense une des premières, c'est la Michel Sarrazin. C'est Michel Sarrazin à Québec. Il y en a d'autres maintenant. Et les maisons de soins palliatifs, je pense qu'il faut être prudent. On a eu l'expérience à la Malbaie. La Malbaie avait un excellent projet. Pourquoi ça n'a pas abouti? Il y a plusieurs raisons. Mais je pense qu'il y a toute l'histoire des dépenses récurrentes qui accompagnent ces maisons-là. Et c'est là, je pense, que la difficulté apparaît. Maintenant, actuellement, le CIUS puis le ministère semblent préférer dédier des lits dans un hôpital. Comme nous, ici, on a 2 lits dédiés. C'est autrement dit, dans ces 2 chambres-là, il n'y a pas d'autres malades qu'en soins palliatifs qui vont être hospitalisés là. Je pense que c'est ça qui est important. C'est l'exclusivement pour C'est ça. les besoins. C'est ça, c'est ça. OK. Il faut voir aussi dans dans ce que le petit pamphlet, là, il y a un fonds pour la DI-TSA. Et il ne faut pas oublier qu'on est encore un milieu d'excellence. Qui a changé de nom, hein, des ITSA, Ouais. c'était pas ça avant. Non, c'était DI, déficience intellectuelle, puis là c'est plus trouble du spectre de l'autisme. OK. Mais avant ça a apporté toutes sortes d'autres noms. Là. Mais actuellement, là, c'est ça. Et on se rend compte qu'on a une belle expertise dans Charlevoix. Puis cette expertise-là, il faut la garder. Alors, on est très intéressés, nous, à investir là-dedans. Puis dernièrement, on vient d'investir, là, ils ont installé 2 beaux gazebos à Saint-Placide. Une résidence pour déficients intellectuels, des cas quand même assez lourds. Des belles expériences qui se passent là. C'est des gens qui ont été transférés de d'autres milieux de Québec parce que ces milieux-là avaient de la difficulté à réussir à les contenir. Mais nous, ici, ils font des choses extraordinaires. Il s'agit d'aller faire un petit tour à Saint-Placide. Puis je pense que le personnel, moi, j'en vois régulièrement ici Ouais. à l'intérieur de l'hôpital, parce que ceux qui ne savent pas, les studios de TVCO sont à l'intérieur de l'hôpital de Saint-Paul. Sur le même étage. Et par le fait même, on voit beaucoup de gens arriver Ouais, qui sont c'est ça. accompagnés par, bien sûr, des professionnels, C'est mais ça. je les vois avec le sourire, ils Oh, sont ouais. attentifs, ils sont, franchement, là, je pense que Ah ouais. ils sont bien Il se servis. fait un excellent travail à ce niveau-là. Super. Alors, On juste est content de contribuer à ça. Alors, il y a le fonds général, il y a le fonds Ouais. des soins palliatifs, il y a le fonds traité santé, il y a le fonds du DI-TSA qu'on vient de c'est mentionner, ça. puis le fonds le CHSLD, le nouveau CHSLD qui vient d'ouvrir récemment. C'est ça. Super. Alors, la façon de procéder, c'est qu'on a toute l'information. Toute l'information est là. Tout don les bienvenus. Puis ça, ben, Ouais. je veux dire,
c'est toujours déductible d'impôts? Oui, oui, les charges doivent Ça aide aussi. Les charges dessus. Peut-être qu'en terminant, j'aimerais souligner que la Fondation a 26-27 ans, plus ou moins, là, et on est près du 2 millions, là, Et qui a été redistribué, là. c'est bien. Alors, c'est quelque chose, là. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc, c'est comme vous pouvez voir, l'argent est bien utilisé Ouais. parce que de fait, les services sont là toujours présents. C'est toujours. Le but ultime, là, l'objectif majeur, c'est de conserver nos soins de proximité. Je pense que c'est ça qui est important. Et de faire en sorte que les gens de Charlevoix n'aient pas nécessairement toujours le besoin de se déplacer. Surtout en hiver. L'été, c'est Surtout beau, en là, hiver. c'est le fun, mais l'hiver, c'est C'est assez C'est ça. hasardeux, quoi. Ouais. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Monsieur Paquette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bonne levée de fonds, quoi. Merci. Merci. Alors, on revient immédiatement après la pause avec monsieur, bien sûr, Jacques Saint-Gelais-Tremblay, cette fois-ci pour nous parler du Musée d'art contemporain. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors, nous sommes de retour, cette fois-ci, comme mentionné avant la pause, avec M. Jacques Saint-Gelais-Tremblay, directeur général du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour, M. Charret. Les saisons se suivent, les expositions se changent finalement. Ça change. Ça change. Ça change continuellement. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je veux revenir sur le Dr Paquette qui fait un travail. Je veux revenir sur son travail extraordinaire qu'il fait dans la communauté. C'est un médecin qui a toujours été très présent. Moi, je le connais depuis 30 ans, là, et il a toujours été présent dans la communauté. Je trouve ça exceptionnel. Je veux le souligner. On avait une foule, on l'applaudit. C'est que je pense que c'est quelqu'un d'engagé socialement, qui a une conscience sociale élevée et qui a donné beaucoup. Et qui, Merci beaucoup. moi, je veux le souligner parce que je sais comment il s'est impliqué. Et je veux lui dire que j'écoutais ce que vous disiez, Dr Paquette, et puis pour les chambres, on pourrait prêter des œuvres du musée de votre choix. Malheureusement, Ouais. il y a une. Je ne sais pas si on doit appeler un règlement ou peu importe. C'est qu'il n'y aura absolument rien qui va pouvoir s'afficher sur les murs dans le nouvel hôpital, autre que les 4 photos ils ont fait un concours de photos. Ah oui, c'est vrai, Et il y oui. a 4 photos qui ont été reproduites là, pour. Sur des grands formats. Il va en avoir un peu partout, OK. des grands formats. Parce qu'on avait des tableaux aussi, nous, au niveau de la Fondation, on s'est informé. Puis pour le moment, là, ils procèdent comme ça. Peut-être que plus tard. Plus tard. Ouais. Puis l'autre affaire, ben, si jamais, d'ici pendant votre campagne de souscription, vous voulez faire un événement au musée, on pourrait vous prêter une salle pour faire un événement social. C'est à réfléchir. Puis on regardera pourrait le faire ensemble, ça serait Parfait. agréable. là. Parfait. Alors, voyez-vous, de se rencontrer ici un matin, on fait des choses. Les idées fusionnent, les idées fusionnent. C'est ça. Ouais. Alors, prochaine exposition qui s'appelle Marcel Ferron. Marcel Ferron. Marcel Ferron, qui est une des plus grands peintres du Québec. Marcel Ferron, c'est les années 40, c'est le refus global. Elle commence sa carrière ici au Québec. Mais bon, on est dans la période de noirceur de Duplessis, il ne faut pas se l'oublier. On a tendance à oublier, les nouvelles générations ne se souviennent pas de cette époque-là, mais dans les années 40, le Québec était contrôlé par les communautés religieuses. Je ne dis pas ça péjorativement, mais on était dans une période d'obscurantisme total où un Duplessis contrôlait tout le message. Et vous aviez toute cette gang d'artistes. C'est un de mes frères qui m'expliquait que, il dit, tu sais, t'as pas connu ça, toi, mais il dit, on pouvait, quand on était étudiant à l'université, on ne pouvait pas avoir un livre s'il n'était pas écrit imprimature de l'évêque. Alors, il dit, on allait à la librairie de Québec, puis on achetait des livres derrière le comptoir. Alors, c'était des livres défendus, imaginez-vous. Alors, cette génération-là d'artistes sont en rébellion contre le système actuel. Ils sont dans les années 40. Ils vont remettre en question la société. Marcel Ferron fait partie de ces groupes d'artistes importants. Elle va s'en aller à Paris. Elle va vivre que pour sa peinture. Elle va rencontrer des grands peintres. Elle va se battre. Elle perd la garde de ses enfants à un moment donné parce qu'à cette époque-là, une femme qui s'en va toute seule, qui se sépare, elle n'a pas de droit.
Si son mari récupère la garde de ses enfants, elle va se battre pour essayer de les récupérer. Elle a une vie extraordinaire, qui est une vie de combat. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient d'être publié, ça s'appelle « Le droit d'être rebelle ». Je l'ai oublié ce matin. Et dans ce livre-là, je vous le conseille, il va être en vente à la boutique du musée. Je l'ai lu personnellement l'an dernier. C'est tout l'échange entre la famille Ferron. Parce que la famille Ferron, c'est une famille d'intellectuels. Jacques Ferron, c'est un auteur d'essais important au Québec, un auteur critique sur la société. Ses sœurs vont être des journalistes, des écrivains aussi. Alors, et c'est l'échange entre cette famille-là, dans le livre « Le droit d'être rebelle ». C'est une libre pensée un peu. Ça là-dedans. nous ramène dans les années 50, parce que là, Marcel Ferron parle de Bordua à Paris, elle parle de Riopelle, puis elle dit « Bordua m'a mal reçu », puis elle passe ses commentaires, puis c'est vraiment intéressant, ça nous rentre dans un monde, dans une époque. Et ce qu'on présente, c'est que j'ai eu le privilège de rencontrer l'an dernier, à Montréal, les filles. Une des filles de Marcel Ferron. Marcel Ferron est décédé à la fin des années 80 parce qu'après Paris, elle revient au Québec et là, on va faire une dernière décennie de production. Elle va faire le métro Champ-de-Mars. Alors, j'ai rencontré sa fille et ce que la succession de m'a offert, c'est de présenter toutes les œuvres que les filles possèdent. Au-delà de 300-400 œuvres, on a fait une sélection de 50 œuvres. Donc, c'est ce des qu'on va œuvres... voir. Là, Oui, lors de c'est la ce qu'on va prochaine voir, ce exposition. qui est présenté dans le catalogue produit par la Galerie Simon Blain. Et, Il y a un titre à ça s'appelle Méfie-toi Méfie-toi du blanc. Parce que les dernières années, elle travaillait sur les couleurs, sur les batailles des couleurs, je pourrais dire. Et il n'y a pas de blanc. Le blanc est secondaire. Alors, parce que c'est une artiste qui travaillait beaucoup avec les couleurs. Alors, toujours aller en profondeur, donner une impression de profondeur. Alors, ce qu'on présente, c'est des tableaux qui n'ont jamais été vus et qui appartiennent à la Collection succession. privée. Oui, de Marcel Ferron. Alors, c'est vraiment inédit. Il y a beaucoup de gens du milieu des arts de Montréal, de Québec, qui vont venir juste... Vous avez fait une couple d'expositions récemment qui ont attiré le regard provincial, là. Andy Warren. Bien, c'est-à-dire que le musée, il faut faire son mandat, c'est pas nécessairement seulement de faire connaître les peintres de la région. On reçoit des subventions importantes. Il y a une mission de l'art contemporain dans la région de la capitale nationale. On est la seule institution d'art contemporain dans toute la région de Québec. Oui. Après, on va à Montréal, puis on va à Joliette. C'est pas rien, puis puis les musées des Laurentides. Alors, son mandat, c'est de présenter l'art actuel et d'offrir aux gens de la région un regard sur ce qui se fait ailleurs aussi, en même temps sur ce qui se fait chez nous. C'est l'équilibre entre les deux. Mm-hmm. Et évidemment, vous savez, à juste titre, c'est vrai que le musée, depuis les 10 dernières années, a présenté des grandes expositions. C'est incroyable, là, ce qui s'est passé. On a été chanceux des fois. On a eu des... On fait pas sa chance? Oui, mais vous savez, il faut surveiller, puis on va à Montréal, puis on fait des tours, puis on a des réseaux. Êtes-vous amateur d'art, M. Paquet? Oui, assez, mais pas connaisseur, absolument pas connaisseur. Là. Mais je suis capable d'apprécier les belles choses, j'ai pas de doute. Là. M. De Silva, vous? Je connais l'art, mais l'art contemporain, un peu moins. Un peu moins, je suis moins connaisseur que d'autres arts là, que j'ai vu. J'avais un professeur à Québec qui avait dans sa maison 2 toiles. J'essaie de me rappeler l'auteur canadien, contemporain, mais pas contemporain. Vite demain, je me rappelle plus. Mais j'étais surpris de voir parce que je cherche le nom en même temps que je vous parle, mais c'était des toiles qui valaient sans doute qui dépassaient le million. J'étais étonné de voir ça dans sa maison. C'est sombre, c'est toujours des personnages sombres, très peu de lumière, de couleur dans ces toiles-là. Puis Marc Séguin? Non. C'est bien juste c'est pas Riopelle parce que ça Riopelle, me dit de quoi. Là, c'est un héritage que sa femme avait eu. Puis 20 millions, ça peut être Riopelle. Ben, c'est sûr que j'étais étonné. Donc, je connais un peu ça, mais l'art contemporain moins. Là. J'ai suivi des cours, mais c'est loin. Moi, je dis toujours qu'il faut apprivoiser l'art par étapes. On commence, comme tout le monde, moi, quand j'étais petit gars à Baie-Saint-Paul, le peintre qu'on connaissait, c'était René Richard. Bon. Puis à l'époque, les gens disaient,
dans la région, moi, je me souviens, c'est du Barbeau, René Richard. Mais l'art, c'est quelque chose de personnel, c'est des coups de cœur. Il faut aimer ce qu'on voit. Puis, plus on apprivoise l'art, plus on va ailleurs, puis on va plus loin. C'est comme écrire, c'est comme lire. L'art, c'est un apprivoisement. C'est comme la maladie, la recherche. Vous commencez par découvrir. Il faut y être exposé quand même aussi. Oui, il faut avoir l'intérêt. Et on découvre. Moi, j'ai commencé par le figuratif, par l'art plus traditionnel. Puis à un moment donné, on apprivoise, on voit d'autres choses, et puis on va plus loin, puis on découvre. Vous savez, il y a des gens qui vont vous dire que l'art abstrait, moi, je peux en faire. Attention. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'un tableau, la grande capacité d'un artiste en art contemporain, c'est de vous transporter dans un imaginaire qui évolue constamment. Alors, quand vous regardez un tableau d'un artiste comme Riopelle, une journée, vous voyez telle chose, le lendemain, il est capable de vous amener ailleurs. C'est ça, la grande qualité. Et ça, c'est pas n'importe quel artiste qui est capable de faire ça. C'est pour ça qu'ils disent que ça prend un coup de cœur pour apprécier il une faut peinture. aimer. Puis si on a un coup de cœur, on est en mesure de s'asseoir et de la regarder longtemps, souvent et à plusieurs, en répétition, pour apprendre à découvrir tout ce qu'on peut. Et Ferron, c'est ce qui est extraordinaire de Ferron. Puis cette exposition-là, c'est une exposition majeure. Puis j'invite les gens à y venir. Certaines images, je ne sais pas si vous les avez en numérique, mais on pourra peut-être les intégrer à l'intérieur de l'entrevue. Oui. C'est effectivement assez phénoménal. Là, les couleurs, on dit méfie-toi du blanc, mais on peut interpréter ça quand même de différentes manières. C'est toute beauté. Alors, quelle date? Ça commence, je vous invite pour le vernissage. J'invite les gens de la région à venir au vernissage dimanche à 2h. Les filles de Marcel Ferron seront là, ne serait-ce que pour rencontrer ces filles qui sont des femmes extraordinaires. Il y en a une qui part d'Europe pour venir au vernissage de sa mère. Louise Forestier aussi. Louise Forestier qui va faire 2 chansons. Alors, ça va être un beau vernissage, ça va être vraiment émouvant. On a des gens de Montréal, de Québec qui vont descendre, les gens de Charlevoix vont être là. Parce que, comme vous dites, c'est une première. Oui. C'est vraiment une première, là. On est une première au Québec, avec cette exposition-là. Super. Et ça prépare Bordua pour l'été prochain. Oh! Des gros noms, c'est des gros noms, c'est super. Oui, Bordua, Elle ne sera pas seule, parce qu'en même temps, il y a 2 autres expositions. Oui. Une, la haute collection du prof Tremblay, qui sont assez éclectiques. Puis, ça, c'est assez extraordinaire. Il faut que les gens découvrent ça aussi. Ça, on parle justement de la folie des collectionneurs. Alain Tremblay, c'est un collectionneur, professeur à l'école secondaire, qui, depuis 50 ans, achète des œuvres. Puis achète des œuvres. Et il y a une collection absolument merveilleuse. Puis il achète des peintres pas connus qui sont devenus connus par la suite. Puis certains sont passés ici au Symposium. Si vous allez dans la maison d'Alain Tremblay, il n'y a pas de meubles. Il n'y a que des tableaux. Une table, des chaises, puis il est au minimum, et lui, il ne vit que pour ses œuvres. C'est pas un mécène riche. On parlait de couleurs, on parlait de coup de cœur, on parlait de... Mais il connaît, il s'intéresse à l'art, il achète des œuvres, il revend, il achète d'autres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il nous a donné accès à sa collection personnelle. On a choisi une 50aine d'œuvres et qui sont présentées de façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a tapissé les murs comme si on était dans sa maison. Ben. Et donc, on va rentrer dans sa maison, puis on va découvrir toutes les œuvres qu'il a achetées pendant 40 ans. Encore une grande partie de sa collection. Super. Ah, c'est complètement... Je vous dis, c'est fou. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a des œuvres, il y a Marc Séguin, il y a des grandes œuvres, là. Alors, c'est une passion. Hein. On parlait de coup de cœur, mais ça, c'est un être passionné. Vous allez le découvrir, la passion de cet homme-là. Puis, sur la mezzanine, bien, pour terminer ce bloc-là, on a les sculptures du musée qu'on a acquises au cours des dernières années. Il y a des Armand Vaillancourt, nommé que celui-là. Il y a Jordi Bonnet. Il y a une pièce de Jordi Bonnet qui fait tout un mur qui est magnifique. Magnifique. Alors, il y a de quoi voir au musée, je vous le dis. Là, donc, le vernissage officiel, c'est ce dimanche. Oui, à 2h.
Alors, On vous attend. la date précisément, c'est j'ai pas la date précise. Le 26. Voilà. Alors, 26 en après-midi. Oui, puis on vous attend tout le monde. Merci, M. Tremblay. Puis j'attends le docteur Paquette avec la Fondation. Puis les bénévoles, ben, vous pouvez leur offrir une visite au musée. On fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors, cette fois-ci, on continue l'émission avec M. Pascal Da Silva. Bonjour. Bonjour, de l'Association bénévole de Charlevoix. Oui. Et l'association, en fait, fête cette année, c'est 35 ans. Oui, c'était en novembre C'est un âge 1982. respectable, 35 ans, là. 35 ans pour un organisme, oui, avec les conditions dans lesquelles on évolue des fois, puis les périodes qui sont pas toujours évidentes, le financement, tout ça. Donc, évidemment, j'étais pas là en 82, j'avais 7 ans, mais à l'époque, on est devenu l'Association bénévole de Charlevoix. Auparavant, c'était un organisme qui faisait de l'accompagnement transport. Ça s'appelait Transport Plus et on amenait avec des bénévoles les aînés vers les services hospitaliers, soit de Baie-Saint-Paul, soit de Québec. C'est encore le cas aujourd'hui, on le fait encore. Et par la suite, en 82, on devient un des 114 centres d'action bénévole au Québec. Donc, on a le titre Centre d'action bénévole. Le nom viendra l'année prochaine. On a toujours gardé le nom Association bénévole, mais on deviendra l'année prochaine officiellement le Centre d'action bénévole de Charlevoix. Le centre d'action. Oui, OK, parce centre que d'action. On est en action quand on fait du Oui, bénévolat. puis on a un mandat de promouvoir sur tout le territoire de Charlevoix le bénévolat, l'action bénévole, de parler de la Journée internationale des bénévoles qui s'en vient le 5 décembre, de faire la promotion de la semaine d'action bénévole au mois d'avril. Et de faire de la référence, d'accueillir des bénévoles, de regarder c'est quoi les besoins du milieu, de prendre les besoins des milieux aussi des organisations de Charlevoix et de publiciser, de faire connaître à la population qui peuvent s'impliquer à tel ou tel endroit. Donc, c'est un peu le mandat d'un centre d'action bénévole. Et par la suite, ben, comme organisation, on a aussi un volet avec des bénévoles et des services. Souvent, on va parler de soutien à domicile parce qu'on a beaucoup de services destinés aux aînés. Si on prend notre équivalent pour les services directs dans le secteur de Charlevoix-Ouest, ça serait le Centre communautaire Pro-Santé qui a un volet et des services qui ressemblent aux nôtres, papote roulante, accompagnement transport. Parce que ce sont tous des services qui sont C'est venus des- bonifier le service de base. C'est ça, initial, le là. base, on partait d'un organisme de transport qui est devenu un centre d'action bénévole. Et par la suite, ben, au fil des années, comme là, présentement, on a des services pour les prochains aidants. C'est rajouter des services en vieillissant, en grandissant, mais toujours à la base que chez nous, les bénévoles sont maîtres d'œuvre. Si on n'a pas de bénévoles, l'organisme n'est plus là. Même s'il y a des employés, c'est pas moi qui vais aller faire de l'accompagnement de transport à Québec avec monsieur, madame, tout ça. Ça prend des bénévoles, ça prend une équipe. On a une trentaine de bénévoles à la popote roulante qui préparent les repas, qui livrent les repas. Donc, c'est aussi l'association bénévole, un lieu où on peut faire du bénévolat. Mais c'est un lieu où on peut arriver puis dire, bon, moi, je veux m'impliquer, je sais pas où, je sais pas quoi. Donc, on va prendre le temps avec la personne de regarder ses passions. On parlait de passion tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi votre intérêt? Avec qui vous voulez travailler? Les personnes aînées, les jeunes? Et après, on va regarder les besoins du milieu. Puis, on va faire des références Parce pour que qu'ici, les bénévoles. On parlait tantôt avec M. Paquet de la Fondation. Il y en a des bénévoles Ben autour oui, de la oui, Fondation. Je profite de l'occasion pour une chose que les gens ne savent pas et qu'on ne mentionne pas nulle part dans nos histoires. C'est que nous, ici à Baie-Saint-Paul, on attribue un montant forfaitaire à chaque année au centre communautaire, un montant quand même intéressant. Ils demeurent, eux autres, complètement libres de le distribuer comme ils veulent, en autant que ça touche exclusivement des soins de santé. La plupart du temps, c'est pour des lunettes ou des soins dentaires, de temps à autre, les médicaments. Mais nous, on ne sait pas où ça va. On a un bilan chaque année. On sait que c'est bien utilisé. Alors, ça, c'est une marque de plus là, qui permet peut-être à certains bénévoles là-bas d'être encouragés et de continuer leur œuvre. Ah, ben, écoutez. Et puis le musée, lui, est-ce Oui, qu'il y a on des bénévoles? a des bénévoles aussi au musée. Hein? Des gens qui viennent nous aider, qui font de l'accueil, qui font de l'accompagnement des visiteurs pour leur expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont cette passion de l'art, qui aiment, surtout durant l'été, la période estivale, qui aiment rencontrer les visiteurs et leur expliquer les expositions qui sont en cours. Alors, c'est un travail de médiation. Il y a aussi des gens qui travaillent dans l'ombre. Je pense à Normand Tremblay, entre autres, à d'autres personnes là, qui viennent travailler une fois par semaine au bureau, dans les bureaux, parce que Ils viennent aider au fonctionnement. on a du travail d'archivage. Vous savez qu'on a une collection importante au musée.
on acquiert à peu près 1 million d'œuvres par année. Ouh! 1 million? Pour une valeur d'1 million. OK. Alors, Pas en donc, quantité, mais en termes de valeur. faut documenter ces œuvres-là quand ça nous est donné. Il faut les archiver. C'est un patrimoine extrêmement important pour la région. Alors, il faut documenter tout ça. C'est un travail incroyable à Sans faire. bénévoles. Hein, Ça on prend s'en des rend bénévoles compte, parce qu'on ne là, peut pas tout payer. Là, puis on a des gens Ah. qui viennent et qui ont cette passion de l'art, ben, ils peuvent se réaliser aussi à travers ça. Il y a des bénévoles partout. Pensez à un événement comme le festif avec Festif, oui, Saint-Paul. absolument. S'il n'y avait Oui. pas de bénévoles, C'est ça. il n'aurait même pas vu Festif, rêve d'automne. Même c'est ça. TVCO, ça Ouais, a c'est resté ça. quand Ah, on oui, organisait le tous les événements, symposiums. partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut, et souvent, par rapport aux bénévoles, ils ne demandent pas de sous, hein. Évidemment, c'est bénévole, mais la reconnaissance est super importante. Et le 5 décembre est entre autres un moment où il faut prendre le temps. Nous, on a divisé les deux activités maîtresses, c'est-à-dire la semaine d'action bénévole et le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est le moment pour leur dire merci. C'est le moment où on invite la population, on invite les organisations qui ont des bénévoles à faire un petit quelque chose pour leur dire merci, parce que c'est souvent ça la paye des bénévoles. C'est la reconnaissance, c'est de dire OK, j'ai fait de quoi qui change le quotidien, qui change la vie des gens, d'une organisation, j'ai servi, j'ai contribué. Donc, prendre le temps le 5 décembre, parce que c'est la journée internationale des bénévoles. C'est pour eux, cette journée-là, elle a été décrétée au Québec, puis à l'international, je crois, là, c'est pas juste au Québec. Donc, le 5 décembre, nous, à l'interne, on fait une activité pour nos bénévoles, on les réunit, on fait un dîner, puis on fait des activités avec eux, puis on prend le temps de leur dire merci. On le fait au courant de l'année, mais ce moment-là, c'est vraiment pour eux. Et la semaine d'action bénévole, ben, on la dédie plus à ceux et celles qui sont à la maison, qui ne savent pas trop quoi faire, qui dépriment, qui viennent de prendre leur retraite, qui se tournent les pouces, puis on leur dit, ben, impliquez-vous dans l'action bénévole, venez vous nous rencontrer, regardez c'est quoi votre passion, qu'est-ce qui vous motive, c'est quoi votre intérêt. Puis, on va vous aider à participer à votre communauté, parce que c'est ça, c'est s'intégrer, c'est participer au développement de sa collectivité, de sa communauté. Puis, s'il n'y avait pas les bénévoles, ben, on vient d'en donner des exemples. Il y aurait bien des choses qui n'existeraient pas. Ils sont partout, les bénévoles, si ce n'est dans les conseils d'administration. Ouais. Des fois, des organismes plupart, qui ont plus... Ben oui, la Ils ont plupart tous des bénévoles. conseils d'administration sont bénévoles, à part des grandes entreprises. Donc, souvent, les organismes, ben nous, on a juste des gens spécialisés parce qu'on travaille avec des clientèles, oui, mais l'organisation, souvent, a des bénévoles parce que son conseil d'administration, c'est des bénévoles. Il y a des statistiques quand même. Là. Ben, on dit qu'un tiers des Québécois, dans la dernière année, ont déclaré avoir fait une activité ou des activités bénévoles. Donc, un tiers des Québécois, c'est presque 2 30... millions, Oui, quelques, c'est pas beaucoup, loin beaucoup de de 3. personnes. Au Québec, en 2004 seulement, c'était 308 millions d'heures de bénévolat. 308 millions En 2004. d'heures. Donc, c'est des tendances, toujours aux alentours de 300 millions par année d'heures de bénévolat. Donc, c'est énorme pour le Québec, là. Votre organisme, vous recrutez vos bénévoles comment? On a différentes stratégies, je vous dirais. La meilleure stratégie est toujours le bouche à oreille. Hein. Souvent, des bénévoles le font chez nous puis amènent des gens le faire. Mais on utilise beaucoup les réseaux sociaux maintenant. C'est Ok. clair que des vidéos, des images, on utilise beaucoup les médias sociaux et les médias traditionnels. Et on ne peut pas... Est-ce que vous avez des hommes d'affaires qui s'offrent comme bénévolat? Le monde des affaires, c'est pas simple. Il y a de plus en plus, on parle de bénévolat d'affaires, où on veut que les entreprises amènent des gens, laissent la possibilité à des gens de s'intégrer aussi, de s'impliquer bénévolement dans des entreprises. Et là, il y a tous des débats, parce que souvent, des entreprises vont dire, ben nous, on va vous laisser 20 personnes une journée de temps. Ben, c'est sûr, d'un organisme comme nous, 20 personnes, c'est difficile de déplacer. Ça prend des milieux prêts à recevoir, parce qu'on parle beaucoup de bénévolat d'entreprise, bénévolat d'affaires, tout ça. Puis il y a des gens qui se demandent, bon, si tu es un employé qui a une journée qui s'est dit pour aller faire du bénévolat, ben est-ce que tu es bénévole vu que tu es payé par ton employeur? Il y a des questions des fois qui sont... Certains vont dire, ben non, ben c'est correct parce que cette personne-là qui travaille, qui n'a pas le temps pour le moment parce qu'elle travaille, va s'impliquer une journée, puis ça va peut-être lui donner le goût plus tard de s'impliquer. Donc, va lui donner le goût, faire découvrir c'est quoi le bénévolat. Ça devient une participation d'entreprise parce que oui, il est payé, C'est mais en ça. même temps... Ils collaborent. On a vu des entreprises à Montréal, entre autres, qui libèrent des employés pour aller livrer la popote dans des quartiers à Montréal parce qu'il manquait de bénévoles pour livrer la popote. Mais c'est un super beau partenariat. Donc, de plus en plus, le monde des affaires, les entreprises, on commence à parler puis à faire des projets, mais c'est en développement, ça. Vraiment, nos bénévoles, on essaie de les recruter dans la population, par les moyens, les canaux, les médias qu'on connaît traditionnels, puis beaucoup par le bouche à oreille, je vous dirais. Beaucoup de gens débarquent chez nous puis disent, bon, j'ai vu association bénévole, il y a le mot bénévole, je voudrais faire de quoi, mais j'ai aucune idée où, quoi, je connais peu d'organismes, et c'est là qu'il faut prendre le temps. Moi, j'ai des gens qui sont arrivés de l'extérieur,
puis qui sont intégrés, puis qu'on les a fait faire du bénévolat chez nous. Puis moi, j'ai eu un commentaire une fois d'une dame qui me dit « Pascal, tu m'as sauvé la vie. » Parce que j'étais vraiment au bord des idées noires. J'étais ici, mon mari travaillait, puis j'étais ici toute seule, je connaissais personne. Puis ça lui a fait créer un réseau social, elle a connu des gens, elle s'est fait des amis. Puis là, elle est retournée dans sa région après, mais c'était hyper important pour elle. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est un phénomène un peu nouveau, puis qui est surprenant, puis qui est salutaire pour la région. C'est que les retraités qui arrivent dans notre région, soit qui reviennent dans la région ou qui sont des nouveaux venus, s'impliquent beaucoup au point du bénévolat. Je pense qu'ils s'en viennent un peu avec cette idée-là. Ils sont à la retraite, puis ils disent, bon... Parce que de plus en plus, en tout cas, nous, à la Fondation, puis l'association bénévole, c'est la même chose. C'est une réalité, oui. Ouais. C'est clair, on a développé, entre autres, dans une municipalité qui est Saint-Irénée, on a développé la popote roulante. Puis on avait besoin de bénévoles pour aller livrer la popote. Et Saint-Irénée, il y a une grande population qui vient de l'extérieur. Tous les bénévoles, on a une douzaine bon, on n'a peut-être pas besoin de 12 bénévoles, mais c'est des gens qui sont en retraite, mais très occupés pareil. Donc, des fois, c'est bien d'en avoir une douzaine. Mais c'est des gens qui s'impliquent, qui arrivent, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils sont dans leur milieu, puis qu'ils le font pour les gens de leur communauté. Donc, on trouve ça bien. En plus, c'est une solidarité. Vous dirigez des bénévoles dans tout Charlevoix? Je vous dirais qu'on fait la promotion dans tout Charlevoix. Pour le volet promotion, formation, on donne des formations, on invite tout le monde dans Charlevoix par courriel souvent, puis les organisations. Pour les services directs, c'est plus Charlevoix-Est. Okay. Pour les services directs, popote roulante, accompagnement transport, beaucoup de nos bénévoles viennent dans les hôpitaux de Baie-Saint-Paul, entre autres pour l'ophtalmo, les services d'ophtalmo, beaucoup de gens de la Malbaie. Donc, on a des transports. Puis Québec, évidemment, on s'en sort pas parce que beaucoup de services aussi de deuxième, troisième ligne sont à Québec. Donc, les services directs avec nos bénévoles, c'est plus dans l'Est. Pour la promotion, tout le volet promotion, formation, sensibilisation, référence de bénévoles, puis c'est le Grand Charlevoix. OK. Donc, si nous, au musée, par exemple, vous avez des besoins, on a un site Internet, on a un site Internet où on peut faire votre demande en ligne, de bien cibler c'est quoi le besoin en matière de bénévoles. Puis nous, après, on charge de le publiciter puis de le faire connaître. Voyez-vous, je ne connaissais pas le service. On apprend des choses. On lance l'invitation à la population, s'ils veulent s'impliquer. Faire une différence. Bénévolat-charlevoix.com. C'est faire une différence. Parce qu'on se demande toujours des fois comment rejoindre certaines gens. Toute cette catégorie que Dr Paquette soulevait, les gens, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent prendre leur retraite dans Charlevoix, la Baie-Saint-Paul, des gens qui ont des belles expertises, qui ont des compétences incroyables et qui sont inutilisés parce qu'eux-mêmes ne savent pas où aller, puis nous, on ne savent pas comment les rejoindre. Mais c'est merveilleux. Il y a un site Internet qui s'appelle Charlevoix Social, je crois, quelque chose comme ça. Et qui, en fond, qui va énumérer l'ensemble des différents services qu'on peut trouver dans la région. Okay. C'est assez impressionnant, merci, parce que pour une population comme celle de Charlevoix, 30 000, dans un vaste territoire, la quantité de services offerts à la population, c'est phénoménal. Je vous dirais que Charlevoix s'est développé beaucoup parce que, à la base de l'association bénévole dans les années 80, c'était des groupes de bénévoles qui partaient en prévention du suicide. On voulait faire de quoi, mais on n'avait pas de ressources. Donc, l'association bénévole supervisait ces bénévoles-là, allait les faire former à Québec. On commence à donner des services d'écoute. Plus tard, c'est développé ces organisations-là. Mais Charlevoix s'est développé beaucoup en organismes communautaires. On a beaucoup d'organisations puis de services parce qu'on n'espérait plus que Québec vienne nous desservir. Puis encore aujourd'hui, les organismes qui ont des mandats régionaux oublie souvent Québec. C'est une réalité, là. Dans plein de domaines, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner. On oublie Charlevoix assez loin, on vient pas, on va dire on vient faire une fois par mois. Non, il ne faut pas se leurrer. Donc, Charlevoix s'est développé, devenu autonome, s'est créé beaucoup de services pour plein de clientèle, pour plein de gens. Puis parce qu'on n'était pas desservis. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un beau réseau. Puis beaucoup de bénévoles, il ne faut pas se le cacher. On a quand même des gens qui s'impliquent beaucoup. On en a toujours besoin, des organisations qui recherchent des bénévoles sur leur conseil d'administration, qui ont de la misère à en trouver. Il y a toujours des besoins. Il y a quelqu'un qui va venir chez nous et qui va partir en disant « on ne va pas plus », ça se peut pas. Il y a toujours des besoins, il y a toujours des causes. Il faut juste trouver vers qui, c'est quoi qui motive les gens. Des fois, on a eu des gens avec des belles expertises, mais qui étaient tannés. Non, moi, je vais aller couper des guenilles dans un centre, dans un endroit, je veux faire autre chose. On les voyait dans tel domaine, parce qu'on fait ça toute leur vie. Ben, des fois, là, ils veulent plus faire ça de leur vie. C'est pas toujours évident. On a des grands professionnels qui ont des grosses professions qui livrent notre popote, puis sont super heureux. Si on veut lever la main et on veut vous rejoindre,
Écoutez bien, il y a plusieurs façons. Le site Bénévolat Charlevoix est la porte d'entrée pour tout ce qui est voir les offres d'action bénévole, faire une demande si on en a. Évidemment, on est situé au centre communautaire à la Malbaie, 665-75-67. Et je vous rappelle, la Journée internationale des bénévoles, c'est le 5 décembre prochain. Donc, j'encourage toutes les organisations, les organismes à dire merci, à faire un petit spécial pour leurs bénévoles parce qu'ils sont hyper importants. Pascal Da Silva, merci beaucoup. Merci à vous. On revient avec la conclusion de cette émission dans quelques instants. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Alors, comme à l'habitude, à la fin de chaque émission de Ça se passe chez vous, on fait un petit tour de table. On demande à nos invités s'ils ont un coup de cœur ou un saviez-vous que. Je vais commencer par M. Da Silva. Oui, coup de cœur, écoutez bien, vu que je suis quelqu'un de la Malbaie, je vais vous dire que j'ai découvert cet été le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. J'y étais allé quand j'étais en 5e année, donc ça faisait un petit bout de temps. C'est pas parce que c'est loin de chez moi. Mais j'ai découvert ce lieu-là, puis c'est encore aujourd'hui. J'avais des images dans ma tête de petits garçons. Puis quand je suis allé cet été, c'est vraiment impressionnant. Ça avait l'air encore plus majestueux qu'à l'époque. Donc, c'est un endroit que j'invite les gens à visiter. Il y a eu une grosse nouvelle cette semaine parce que Ouais, maintenant, c'est un parc qui va être ouvert à l'année. l'année. Donc, ça va être électrifié. C'est génial. Ouais. Super beau parc. Et on en a 2 ici dans Oui, Charlevoix. on a la chance hyper d'avoir gâtés. 2 grands parcs dans Charlevoix. Beaucoup de cœur. M. Paquette? Est-ce qu'on peut en avoir 2? Oui, donc. En fait, ouais, il y a un coup de cœur ponctuel qui est dû un peu à mon passé. C'est l'exposition de photographie des petites franciscaines de Marie cet été justement au musée d'art contemporain. Moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est des choses que je connaissais. L'autre coup de cœur est un peu moins connu. C'est la tournée guidée du cratère de Charlevoix. Ah. Et je l'ai fait 2 fois. Et je serais prêt à la refaire une 3e, surtout avec des jeunes. La dernière fois, on l'a fait avec nos 2 petits-enfants. Et on a été surpris de voir leur réaction. Très intéressant. On en apprend des choses. Oui, beaucoup. Même sur notre région, on y vit, mais souvent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Exactement. Ou très peu, ou juste en superficie. C'est ça. Ah, c'est intéressant, ça. Puis, juste une anecdote, cet été, on marchait sur le rue Saint-Jean-Baptiste, il y avait 2 Français. Ils nous ont demandé où était le cratère de Charlevoix, ils le cherchaient. Vous êtes dedans? On a vu, vous êtes dedans. C'est Saint-Gelais-Tremblay? Oui, comme le temps paraît, j'en ai 2. Oui. Le premier, de façon plus ponctuelle, c'est le boisé du quai. Que moi, quand j'étais petit gars, à l'âge de 5-6 ans, j'allais faire un tour en vélo à tous les jours là. Et quand je suis revenu à Baie-Saint-Paul en 2006, c'est une habitude que j'ai reprise. À la fin de la journée, je vais me reposer dans le boisé 5-10 minutes. C'est un lieu enchanteur, Le long un du lieu littoral de du réflexion. fleuve, beau Me sentier. promener à travers les arbres, ça m'amène de la quiétude, de la paix. Et c'est un milieu extraordinaire à Baie-Saint-Paul. C'est Ça presque- allait loin, je là. l'appelle ma chapelle, moi. C'est comme une chapelle Extérieure. pour moi. Oui. On se Pas quoi que les petites promène. franciscaines, vous irez à le jardin de François, là. Mais c'est c'est vraiment mon jardin, moi, là. OK. Et les gens, on se rend compte, les gens se respectent beaucoup. On parle pas, chacun fait son chemin. C'est comme un chemin de croix, dans le fond. OK. On se promène à travers ces rituels. Et mon Dieu, que c'est un lieu apaisant. Je dis aux gens, là, quand vous êtes fatigués, épuisés, allez faire une petite marche dans ce boisé. C'est un lieu qui donne la paix. Et l'autre, c'est moins connu. C'est une maison qui est située dans le Rang-Saint-Laurent. Je ne peux pas donner l'adresse parce que c'est pas un lieu public, mais où se trouve dans le Rang-Saint-Laurent cette maison-là? C'est la plus vieille maison de Charlevoix, j'en suis convaincu. C'est une petite maison, on ne la voit pas sur le bord du chemin. C'est la maison des Tremblay. Ça appartient à 2 dames, je crois, maintenant. C'est une petite maison avec un âtre de feu à l'intérieur qui date probablement du début de la colonie. Et elle a été conservée à travers les âges. C'est Vous absolument l'avez découvert extraordinaire. comment? Moi, dans une première carrière, quand je faisais le festival folklorique, on faisait nos réceptions là, officielles, à côté de la maison, avec un éclairage sur la maison. Et c'est un beau lieu, c'est absolument incroyable. Le plancher est de terre, comme étaient les premières Ah, ouais, maisons. terre battue. Puis l'âtre de feu existe encore, puis il y a un canot à l'intérieur de la maison, creusé dans un tronc d'arbre. Alors, moi, je dis toujours aux Elle est gens... habitée aujourd'hui, là. On ne peut pas aller là. comme ça. C'est la maison à côté est habitée, évidemment, mais
On ne la voit pas, on ne le devine pas, mais c'est un des plus vieux bâtiments de Charlevoix. Et je ne comprends pas qu'on s'en occupe pas plus que ça, parce que c'est vraiment un patrimoine C'est absolument un patrimoine extraordinaire. bâti, c'est là. Oui, Ah, bon, oui. messieurs, merci beaucoup pour votre présence à Merci cette pour votre émission. On a invitation. appris des belles choses. Tant qu'à ça, tant qu'à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Ça se passe chez vous. Au revoir.